Quand les agrumes Bachès ont changé de main en 2017, le monde de la gastronomie a bruissé de questions. Qu'allait devenir ce fleuron adoré des chefs et des pâtissiers? Perrine Philippe Chaleur et son mari Étienne ont très vite rassuré. Non seulement ils comptaient préserver ce patrimoine extraordinaire, mais ils souhaitaient même aller plus loin, avec notamment une démarche de labellisation en agriculture biologique. Alors que leur formation d'ingénieur agronome leur donne toutes les clés pour sélectionner de nouvelles variétés, voire en créer de nouvelles, Perrine et Étienne parcourent la planète à la recherche de la prochaine pépite qui mettra nos papilles en émoi avant de la faire naître dans ce terroir exceptionnel au cœur des Pyrénées-Orientales. Vous êtes prêts à passer à table? Je suis Adeline Glibota et voici le portrait de Perrine Philippe Chaleur dans Girls in Food. Bonjour Perrine Philippe Chaleur. Bonjour Adeline. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en 2 mots? Oui, alors je suis Perrine Philippe Chalère, je suis propriétaire, exploitante agricole sur le domaine des agrumes Bachès, donc on a repris avec Étienne depuis plus de 3 ans et qui se situe à Aoûs dans les Pyrénées-Orientales, au pied du mont Canigou. Retour en arrière, quelle était la place de la cuisine dans votre famille quand vous étiez enfant? Alors quand j'étais enfant, moi je suis issue d'une famille nombreuse avec 3 frères et sœurs, donc on était 4 enfants et des parents divorcés, donc ma mère était toute seule à nous élever et à travailler, donc elle avait pas forcément beaucoup de temps à nous accorder enfin à accorder en tout cas à la cuisine. Mais c'est vrai que c'est comme dans beaucoup de familles en France, en tout cas je pense, c'était vraiment le moment de passer à table, un moment essentiel et de partage. Donc pour moi, c'est vraiment ça. C'est le partage et le moment de se réunir tous ensemble qui prime le plus. Alors je suppose que le plat du dimanche devait être encore plus particulier. Donc ouais, le plat du dimanche, voilà, on n'avait pas de plat vraiment fétiche, mais c'est vrai que c'était des plats simples à faire, mais tout aussi bons avec des ingrédients bien choisis. Donc ça peut être par exemple un poulet rôti à la broche au four et des pommes de terre sautées, enfin tout ça, et effectivement toujours dans l'ambiance familiale qui faisait de ce repas vraiment quelque chose d'important. Mmh. Et quel métier rêviez-vous d'exercer, enfant? Quand j'étais enfant, bon, je suis passée par beaucoup d'envies qui sont plutôt classiques, je pense, quand on est une petite fille. Bon, je suis passée par fleuriste, vétérinaire. Et en fait, c'est plutôt vers la fin du lycée où j'ai trouvé plutôt l'aspect, enfin, de me diriger vers une voie de gestion de la biodiversité. D'accord. Et in fine, votre 1er job, ça a été quoi? Mon premier job, c'était vendeuse en boutique punk rock quand j'étais lycéenne et étudiante. Donc, bon, voilà, ça faisait pas partie de mes rêves d'enfance, mais sinon après mon premier vrai travail entre guillemets, je travaillais à l'Office national des forêts Mmh mh. et j'avais un poste de chef de projet où je coordonnais les études floristiques sur toute la bande aquitaine, la bande dunaire, où en fait la végétation joue un rôle majeur pour le maintien de la dune et donc il y avait tout un tas d'études sur cette flore. Alors donc on comprend bien votre intérêt, notamment pour, l'environnement. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter, votre parcours, jusqu'à aujourd'hui, ce qui vous a amené, à reprendre, les agrumes Bachès? J'ai toujours été attirée par l'environnement et la biodiversité. Ce qui a été l'élément déclencheur, ça a été un voyage que j'ai fait quand j'avais 16 ans. Je suis partie au Pérou avec 2 amis et finalement, bon, déjà, j'ai découvert des nouvelles cultures, heu, des nouvelles architectures et tout un voyage finalement qui était constructeur pour moi à cette époque. Et il y a eu dans ce voyage 1 ou 2 semaines en forêt amazonienne et je pense que c'est ça qui m'a fait un peu le déclic. C'est ce mélange d'odeurs, de bruits, de diversité, la chaleur, enfin vraiment c'était vraiment presque un choc pour moi finalement, une grande découverte. Et du coup, bon, ça s'est pas ressenti tout de suite, mais je pense que c'est arrivé un petit peu plus tard, au moment de choisir ma voie après le lycée, où du coup j'ai fait des études dans tout ce qui était gestion des milieux naturels, gestion de la biodiversité.
j'ai intégré l'école d'ingénieur des eaux et forêts à Nancy, et où je me suis spécialisée plus dans le domaine forestier. Et donc, j'ai toujours eu cet attrait pour la biodiversité, en tout cas pour ce monde du vivant qui nous entourait. Et du coup, en sortant de ces études, j'ai travaillé donc dans plusieurs organismes, qu'ils soient dans le secteur public ou privé. Donc, je disais l'Office national des forêts, mais aussi le Conservatoire d'espaces naturels. Et avec Étienne, on est parti vivre 3 ans en Nouvelle-Calédonie, Ah, génial. où j'ai eu un poste de coordinateur de gestion de l'environnement, de la biodiversité, au sein d'une société minière. Donc c'était un poste très important qui avait pour vocation de protéger au maximum la biodiversité du site. Donc c'était Mhm. pas facile, mais c'était très intéressant. Et en fait, c'est en Nouvelle-Calédonie qu'on a vraiment découvert les fruits tropicaux, euh, et on s'est pris de passion. Enfin, on avait un pamplemousse dans le jardin, pour nous c'était exceptionnel, on n'avait pas l'habitude du tout en France d'avoir ça. Et en fait, tout simplement aussi les fruits tropicaux cueillis à maturité, finalement, on les a pas en France forcément, c'est pas Non, un c'est pays impossible, ouais. tropical, mais du coup là c'était vraiment pour nous une découverte et on s'est dit mais peut-être qu'il y a quelque chose à faire en France sur ça. Donc en revenant s'installer en France, en métropole, on avait comme projet de s'installer dans l'agriculture avec un projet autour des fruits tropicaux. Et finalement, quand on tape ces mots dans Google, on tombe rapidement sur des articles sur les agrumes Bacchès, qui sont très connus dans biodiversité, fruits tropicaux, agrumes, enfin voilà, tout ça très connu dans le milieu. Et, et on est tombé sur un article qui disait qu'il cherchait des repreneurs. Donc on a sauté sur l'occasion. Ah oui, c'est le hasard fait bien les choses. Exactement. Et est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le premier contact que vous avez eu avec, finalement ce domaine? Quand on est arrivé lors de la première visite finalement du domaine, ça a été comme une oasis au milieu du désert. Enfin, j'exagère vraiment, mais c'était vraiment le ressenti parce que finalement, bon, l'environnement à Aouz, enfin, les montagnes sont quand même assez arides, c'est assez sec. Et c'est tout un réseau de canaux d'irrigation qui descendent de la montagne, des Pyrénées, qui vient alimenter la plaine et qui permet en fait d'avoir, de pouvoir cultiver en arboriculture, de pouvoir faire des pêches, c'est connu beaucoup aussi pour les abricots. Mmh. Enfin, c'est une région qui est connue pour ces fruits-là. Et pas pour les agrumes, mais du coup, quand on est rentré dans le domaine, c'était vraiment, ce sont des fruits tropicaux, donc en fait, les arbres sont grands, sont très verts, très fournis, et puis il y avait les fruits, donc forcément, qui apportaient des touches de couleur en plein hiver. Enfin, c'était vraiment, c'était exceptionnel. Voilà, c'était vraiment un ressenti qui était fabuleux. Écoutez, on le vit, à travers vous là. Et à quel moment avez-vous su que vous aviez trouvé votre voie? S'il y a eu un tel moment d'ailleurs? Oui, il n'y a pas vraiment eu de déclic. Par contre, bah, c'est vrai que quand je travaillais en Nouvelle-Calédonie, dans le travail que j'avais là-bas, on entretenait on avait en gestion une pépinière finalement où on élevait les espèces qui étaient rares de plantes. Et, et j'avais dit une fois à Étienne comme ça, je fais un jour, j'aimerais avoir une pépinière. Voilà, j'avais eu cette envie en fait de m'occuper des plantes. Donc j'ai eu quand même un moment où j'avais envie de faire ça. Et en rentrant en France, ben, quand on a trouvé ce projet de reprendre les agrumes Bacchès, enfin, c'était comme pour nous une évidence. Donc ça n'a pas été facile dans le sens où je pense que monsieur et madame Bachès avaient eu beaucoup, beaucoup de demandes de reprise. Mais bon, on a réussi à leur montrer notre motivation et notre conviction. Donc on a réussi et voilà. OK. Et est-ce qu'il y a une rencontre décisive dans votre vie? Euh, oui, je pense que justement, je parlais en introduction de mon voyage au Pérou. Donc c'est quand j'avais 16 ans. Mais je pense qu'elle m'a beaucoup changé. Donc c'est une amie qui est franco-péruvienne. Et je pense aussi qu'elle est arrivée dans ma vie à un moment important, en fait, entre l'adolescence et vers le passage de devenir adulte, finalement, de Mmh. devenir une femme. Donc
Donc c'est elle. Et puis c'est ce voyage au Pérou. Enfin, et elle était là pour me donner confiance en moi, passer dans cette étape de ma vie importante. Et puis elle est toujours là, en fait, avec moi pour m'aider à porter mes idées, un soutien infaillible, etc. Mmh. Donc, je dirais elle. Et puis bah, évidemment Étienne. Enfin, évidemment, je dis ça évidemment, pour moi c'est évident, mais c'est vrai que c'est une rencontre, c'est une très très belle rencontre. On est complémentaires et pareil, on se soutient dans nos idées, dans nos projets. Euh, donc le projet de partir en Nouvelle-Calédonie, par exemple, c'était plutôt le mien. Et puis on m'a suivi, en tout cas on l'a construit ensemble. Le projet de reprendre les agrumes Vachès, c'était plutôt le sien. Et en fait, on s'est suivi aussi. Donc on est plutôt complémentaires dans notre manière de construire notre vie ensemble. Ça me permet de rebondir sur la manière dont vous abordez votre métier. Est-ce que tous les 2, vous qui avez des formations, proches, comment vous répartissez, les rôles finalement au sein de l'exploitation? Et justement, des fois, on se dit qu'on ne se voit pas de la journée parce qu'on voilà, on fait pas du tout les mêmes choses. Et déjà par notre caractère, on n'est pas intéressé par les mêmes choses et finalement être entrepreneur et agriculteur, enfin c'est beaucoup de tâches différentes. Donc Étienne, lui, va être plus sur la production en tant que telle et les relations avec les chefs. Mmh. Euh, il est passionné par le monde du vin, donc il a tout un vocabulaire, une manière de goûter, une manière de parler des produits qui parle très bien aux chefs et ils arrivent vraiment à échanger à ce niveau-là. Et, et lui a plutôt, c'est quelqu'un qui rêve, qui a beaucoup d'idées. Voilà. Et moi, je viens plutôt, donc il m'en parle et je viens plutôt essayer de voilà, remettre les pieds sur terre, à dire bon, telle idée oui, telle idée, bon, ça me semble un peu farfelu, donc pas évident à mettre en œuvre. Donc moi, je suis plus dans à gérer les projets, voilà, à mettre en œuvre les projets coordonnés. Assez ancré dans le réel. Oui, plutôt. Et d'ailleurs, à quoi ressemble une journée type dans votre emploi du temps? Une journée type, ça va, bon, déjà, ça dépend de la saison. Euh, Parce que finalement en hiver, on est beaucoup dans la récolte des agrumes, donc les journées sont dédiées à ça. Et après le printemps, bah, ça va être tout ce qui est entretien du verger, avec les fleurs, et puis la taille, la fertilisation, le désherbage, enfin, toutes les tâches comme ça. Donc dans ces cas-là, on alterne les tâches au cours de la journée. Mmh. Mais sinon, pendant la saison de récolte, ben, la journée passe très vite parce que on a un travail qui est manuel, on est 100% manuel, on fait tout à la main. Et, et l'exigence déjà de ce qu'on s'impose et ce qu'on doit au chef avec qui on travaille va faire qu'on fait du sur-mesure. Donc, quand il y a des clients qui nous commandent la même variété, en fait, ce ne sera pas les mêmes fruits qu'on va accueillir pour chacun parce qu'il y en a un qui va l'aimer avec plus ou moins d'acidité, l'autre qui va l'aimer avec une taille plus grosse, ou enfin, Ouais, en fonction de ce qu'ils veulent en faire. en fonction de chacun, voilà, de leur goût, Mmh. parce que les fruits vont vraiment changer. Plus ils vont mûrir sur l'arbre, plus ils vont se charger en sucre, etc. Donc il va falloir qu'on aille répondre à tout ça au moment de la cueillette. Donc finalement, c'est assez long. Et on travaille des fruits frais, c'est-à-dire qu'on va cueillir à la commande. Euh, on a la commande le matin, on va cueillir dans la journée. Le soir, ça part en transporteur et ça arrive le lendemain sur les tables. Ah oui, c'est Et ça, c'est important pour nous parce que voilà, on ne fait pas de produits de traitement post-récolte. Donc les fruits doivent être consommés assez rapidement finalement. extraordinaire, hein. Voilà. Oui, donc même pour le client final en quelque sorte, enfin le consommateur qui va goûter vos agrumes à travers finalement, le travail d'un chef, en fait, il y aura, très peu de temps entre, le moment où le fruit est encore sur l'arbre et le moment où il va se retrouver dans une assiette. Oui, voilà, Mmh. exactement. Ça va être 24 heures à peu près. Ouais. Et dans la période qui n'est pas la récolte, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vous appelez d'ailleurs cette période?
Donc ce ne sont pas des vacances. Je me Beaucoup doute, qui me oui. disent: «Bon, la saison des agrumes est finie, vous êtes en vacances», mais non, non, il y a beaucoup de travail à faire encore, en dehors. On donne pas vraiment de nom. On n'a pas vraiment de nom à cette Mmh. période-là. Mais en tout cas, il y a beaucoup de travail. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, ici, le climat nous impose d'être sous serre. Donc, c'est ce qu'on appelle des serres froides. Elles sont pas chauffées. En tout Mmh. cas, elles sont chauffées par l'énergie solaire. Donc, c'est pas. euh, Parce qu'en fait, l'hiver, ici, on est vraiment au pied des montagnes. Il peut faire jusqu'à moins 10 degrés. Et les agrumes étant des arbres tropicaux, ils ne résisteraient pas à de telles températures. Mmh. Et donc, pour en venir au fait qu'au printemps et en été, il fait vite chaud sous les serres et donc on peut y travailler que le matin. Et alors qu'il y a beaucoup de travail à faire dedans, notamment de taille et aussi des traitements qui s'inscrivent dans l'agriculture biologique, Mmh. également du désherbage parce qu'il n'y a pas que les arbres des agrumes qui poussent, mais il y a aussi plein d'autres arbres qui sont moins désirables, on va dire. Donc voilà, c'est vraiment le travail et la fertilisation. D'accord. Les travaux en dehors de la période de récolte. Et je me pose une autre question concernant votre travail. Donc là, vous faites, d'une part fructifier, ce patrimoine, des agrumes, existants, voire même des agrumes qui étaient déjà là avant que vous arriviez sur le domaine. Comment vous envisagez votre travail, de recherche, de création, de découverte de nouveaux agrumes? Enfin, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette partie? Oui, bien sûr. Euh, Nous, c'est vraiment ce qui nous a plu, en fait, c'était cet aspect recherche et développement que possédait le domaine. Donc, bien sûr, on va continuer d'entretenir la collection qu'on a actuellement. Mais en fait, on a encore beaucoup de variétés qui sont en test. C'est-à-dire, on n'a qu'un arbre ou bien qu'une branche parfois d'une variété qui n'a pas encore fructifié. Et on attend les premiers fruits pour pouvoir les goûter et les faire goûter à nos chefs, entre guillemets, référents, avec lesquels on a une bonne relation et qui nous permettent d'avancer. Mmh. Et pour qu'ils puissent nous dire si oui ou non il y a un intérêt à développer cette variété. Et donc, s'il y a un intérêt, effectivement, on va multiplier, on va mettre en production cette variété, mais tout ça, ça se fait sur des pas de temps très importants. Ça prend une Plusieurs dizaine, années? voire une vingtaine d'années. Ouais, Ouais. ouais. Mmh. Donc, Mmh. c'est vraiment un travail de fond. Et à côté de ça, nous, on continue à faire des travaux d'hybridation naturelle. Finalement, on va orienter un peu les hybridations qu'il peut y avoir entre les différentes variétés. Et puis, on continue à voyager, à échanger avec les collectionneurs. Voilà. Donc, c'est vraiment, comme je disais, un travail de fond parce que c'est sur plusieurs dizaines d'années. Je vais revenir sur, une chose dont vous avez parlé, qui est, vous avez parlé de fertilisation dans le respect de l'agriculture biologique. Je voulais en parler parce que, vous avez entamé une démarche de labellisation, pour faire, reconnaître vos agrumes comme bio. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette démarche? Oui, bien sûr. Mais pour nous, c'est une démarche qui est très importante. Enfin, Étienne comme moi, on est très sensibilisés à l'agriculture biologique, en tout cas au respect de l'environnement et de la santé de chacun. Donc, pour nous, c'était comme une évidence. Donc, le domaine y était presque, mais il y avait des détails à régler avant de pouvoir demander la labellisation. Et ce qui est surtout important pour nous, c'est que finalement, il a été remarqué, pas forcément chez les agrumes, parce que je sais pas, mais en tout cas dans d'autres cultures, notamment dans le vin, etc., du coup dans les vignes, que, que l'agriculture biologique finalement améliorait la qualité organoleptique des fruits. Et en fait, c'est tout simple à comprendre, c'est que l'arbre euh, va, euh, va aller puiser par lui-même les nutriments dont il a besoin, donc il va aller s'inscrire plus profondément dans son terroir et pour pouvoir en retirer le meilleur. Et finalement, ça se ressent dans les fruits. Ça semble évident, mais en fait, formulé comme ça, effectivement, on comprend tout de suite, l'importance de la démarche, pour le goût.
au-delà de l'importance de la démarche pour, préserver l'environnement. C'est tout simple, en fait, quand vous le dites. Vraiment, ce serait une belle découverte pour, je pense, pas mal de Puis gens. c'est au-delà de la démarche pour avoir juste un label. Enfin, pour nous, ça permet effectivement de mettre en valeur le travail autour de l'agriculture biologique, mais c'est surtout pour la qualité des fruits qui vont en être retirés, pour l'environnement et pour la santé. Enfin, c'est vrai que c'est une évidence pour moi. Je voulais parler d'une autre démarche que vous avez entamée et qui montre vos liens avec le monde de la gastronomie. C'est que vous êtes membre, du Collège culinaire de France. En quoi ça consiste et pourquoi est-ce que vous vous êtes orienté vers ce label? Donc, le Collège culinaire de France, c'est une association qui a été créée par des chefs fondateurs, mais dans le but de fédérer tous les acteurs de la gastronomie qui partagent les mêmes valeurs autour de la qualité, que ce soit la qualité du produit ou la qualité du travail qui a été fourni par les artisans ou même par les chefs. Euh, et pour nous, ça a été important de continuer à être membre parce que les anciens propriétaires l'étaient déjà. Parce que c'est des lieux, des moments où on peut échanger, trouver du soutien, des appuis avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs tout simplement. Et ça permet de continuer à faire un travail plus juste. En tout cas, je parle pour le côté producteur, euh, de permettre de ne pas rentrer dans un système de masse, de devoir vendre à petit prix, etc. Là, c'est vraiment valoriser au maximum, bon, déjà travailler de manière responsable, mais en plus de pouvoir vendre ses produits pour pouvoir en vivre. Et est-ce qu'il y a d'autres projets que vous avez, en tête ou peut-être même déjà en cours pour développer votre entreprise? Quelles sont vos pistes de travail? Si on peut bien sûr, si vous voulez bien nous en dire plus. Bon, pour l'instant, on a des idées, mais ça reste à l'état d'idées. Mais en tout cas, ça ne va faire entre guillemets que 3 ans qu'on a repris, donc on a eu beaucoup de travail déjà euh, pour mettre à notre image le domaine. Et donc là, dans les années qui viennent, nous, on va simplement continuer à développer et améliorer ce travail. On apprend tous les jours finalement, notamment, comme vous le disiez, par l'agriculture biologique. Ça nécessite au niveau technique d'apprendre au fur et à mesure, prendre le temps et aux côtés de la nature. Et puis après, comme je disais, on va continuer à développer une nouvelle variété, chercher et puis voilà. Après, on continue à réfléchir à d'autres idées, mais pour l'instant, c'est pas encore très abouti. Mais on en reparlera à ce moment-là alors. Voilà. Alors j'ai une petite question bonus pour conclure cette partie de l'interview. Quel est votre agrume préféré parmi tous ceux que vous cultivez? Oula. Est-ce que vous avez un chouchou? Ou alors est-ce que vous avez Oui. peur de de Non, vous non. positionner? Non, non, j'ai un chouchou. C'est le key lime. Voilà. C'est une petite lime. Donc, Ouais, son nom vient en fait des Keys de ouais, Floride. Voilà. Et là-bas, il y a une recette qui est assez connue. C'est la key lime pie. Donc, ouais. la tarte au citron key lime. Et du coup, voilà, c'est une petite lime qui est très juteuse et un parfum vraiment très prononcé, très agréable, très floral. Enfin, voilà, le jus intéressant, mais aussi le zeste très intéressant. Alors Perrine, on va passer à une autre partie de l'interview qui est consacrée, aux femmes et à la gastronomie. Alors je voulais savoir pour commencer, si selon vous, le fait d'être une femme a une incidence sur votre parcours, professionnel, d'une manière ou d'une autre? J'avais jamais vraiment réfléchi à cet aspect. Du coup, quand je m'y penche, je dirais que d'une certaine manière, oui. Mais je pense surtout que c'est d'abord mon caractère, ma persévérance et mes convictions qui m'ont construite en fait. Après, je dirais que oui, ça a pu avoir une incidence sur mon parcours parce que bon bah, enfin, il y a des situations où on est plus
écoutée ou à contrario moins écoutée parce qu'on est une femme. Enfin, c'est vrai que je pense qu'il faut le dire. Ça va dépendre des interlocuteurs qu'on a en face, des situations, des sujets, enfin, voilà. Mais je pense d'abord, avant tout, que mon parcours, c'est surtout lié à mon caractère Oui, votre et personnalité. à ma Mmh. personnalité. Voilà. Mmh mh. Et est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans votre environnement professionnel? Donc dans le monde agricole, il y a beaucoup de femmes qui sont pas forcément, très visibles, mais elles sont là. Souvent des femmes d'exploitants agricoles, heu, des femmes qui n'ont pas forcément eu toujours de statut, reconnu. C'est en train de changer, mais c'est vrai qu'en tout cas pour, parler un peu de mon cas personnel, en tout cas avec Étienne, on est co-gérants, co-exploitants. On a le même statut de chef, C'est dans important, notre oui. exploitation, voilà. Pour nous, c'était important et en fait, bon, l'année dernière, j'étais enceinte et donc au moment de me renseigner pour mes droits sur le congé maternité pour en tant que femme exploitante agricole, bah, déjà le cabinet conseil, c'était la première fois qu'ils voyaient ça. Ils connaissaient pas du tout, donc ils ont dû, voilà, mener une enquête pour savoir quels étaient mes droits, donc ça, pour moi, c'était un peu choquant. Je me suis dit: Ouais. «Mais c'est dingue», enfin et voilà, donc en fait, c'est quelque chose qui est en train de changer, je pense, parce qu'il y a de plus en plus de femmes, qui deviennent chefs d'exploitation agricole. Mais voilà, c'est pas un statut qui est forcément très malheureusement très reconnu et après sinon dans le monde de la gastronomie, parce que c'est aussi mon environnement professionnel, oui, il y a des femmes, il y a des femmes, qu'on côtoie, bah, notamment des chefs, mais aussi, on va dire un peu dans l'ombre des journalistes, heu, des conseils, enfin voilà. Et de manière générale, comment est-ce que vous percevez, la place des femmes, bah, dans la gastronomie? Elle est discrète, je dirais. Elle est présente, mais elle est discrète, peut-être vis-à-vis des médias, je sais pas, mais en tout cas, on les voit peu, et souvent très humbles. Même quand on leur donne la parole, je pense que voilà, elles elles disent, ce qu'elles ont à dire, je pense, ou à montrer ou à faire partager, mais voilà, c'est jamais dans de grands artifices. Est-ce que vous avez l'impression que ça évolue? Bon, moi, j'ai pas beaucoup de recul, hein, dans le j'ai pas beaucoup de recul, mais je perçois une évolution. En tout cas, je pense qu'il y a plus de femmes et puis on leur donne plus, d'importance, oui. Et est-ce que vous auriez un conseil pour une femme, bah, qui nous écouterait et qui souhaiterait se lancer dans le secteur ou d'ailleurs sur vos traces, en tant qu'exploitante agricole? Hem, Bah, qu'il faut croire en ses convictions. Je pense pas qu'il faille trop se poser de questions sur le «si je suis une femme, alors, je peux ou je ne peux pas». Je pense qu'il faut d'abord, que ce soit une force et qui s'ajoute au caractère, et puis à la personnalité de chacun. Pour finir sur ce sujet, est-ce qu'il y a des femmes, qui ont particulièrement compté dans votre parcours? Soit des femmes, que vous avez côtoyées, des femmes qui vous ont inspiré, mais ça peut être des femmes, du quotidien également. Oui, oui, il y en a eu. Oui, oui, il y en a eu. Donc comme, vous dites, c'est pas forcément des femmes, célèbres ou, heu, même si bien sûr il y a des grands noms qui ont résonné, mais ce sont plutôt des femmes, de mon entourage, proche. Heu, je pense qu'à chaque étape de ma vie, j'avais, j'avais une ou des femmes, mais j'avais à chaque fois une femme à mes côtés. C'est un lien fort d'amitié et d'écoute, de confiance, de confidence et je pense que c'est un rôle qui était très important pour moi, bah, pour me donner confiance et bah, pour partager tout simplement. Non, c'est une belle leçon, ce que vous dites, parce qu'on s'imagine parfois que, les personnes, inspirantes, sont forcément
des gens qui sont soit très connus, soit qui ont un parcours impressionnant, mais ça peut être aussi, voilà, les compagnes de route du quotidien. Donc, c'est intéressant que ce soit elles, qui vous inspirent. Alors Perrine, on va passer à la dernière partie, de cette interview. C'est le questionnaire Girls in Food, donc c'est une série de questions pour mieux vous connaître. Est-ce que vous avez un coup de cœur food récent? Ça peut être, ce que vous voulez, un lieu, un plat, un livre? Je dirais un lieu, ce serait Bercail à Rennes. C'est un couple de jeunes restaurateurs, Grégoire et Mmh. Sybille, qui sont installés à Rennes presque en même temps que nous. On s'est installés aux Agrumes Bachès, donc il y a 3 ans, et qui font vraiment une cuisine simple, créative autour du produit. Et ça m'a marqué. Le plat de votre enfance? Oh, ce sera un dessert. C'est un dessert de famille qu'on fait à chaque fois. C'est la reine de Saba, un gâteau au chocolat tout simple, incontournable pour nous. Et d'ailleurs, on l'a fait il n'y a pas très longtemps pour fêter mon anniversaire. Donc c'est un plat de votre enfance qui reste d'actualité. Oui, exactement. Et est-ce qu'il y a un plat que vous avez goûté et que vous n'avez jamais oublié? Oui, voilà. Là aussi, c'est pas dans un restaurant, mais ça va être. C'est quand on était en Nouvelle-Calédonie, la salade tahitienne. Euh, donc, c'est une salade avec du thon cru qui est cuit dans du citron avec du lait de coco et puis des crudités, etc. Et en fait, c'est déjà des saveurs qui étaient plutôt nouvelles pour moi. Mmh. Et, et puis avec des produits frais de cette qualité, voilà, c'était vraiment inoubliable. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a un aliment que vous détestez? Je dirais les moules. Je suis pas fan. Mais après, je déteste pas, mais voilà, j'en raffole pas. Et un produit que vous auriez toujours au frigo? Oh, du chocolat. Bon, même si ça se met pas toujours au frigo, mais En tout cas toujours, dans les dans la placards. cuisine. Ouais, Voilà. ouais, du chocolat, c'est sûr. Est-ce que vous avez une recette, fétiche? Hem, En saison, bon, ça va être plutôt l'été, mais ce serait le tian aux légumes. J'en fais tout le temps, j'en raffole, voilà, un plat sain, et super bon. Et d'ailleurs, quand vous cuisinez, est-ce que vous écoutez quelque chose, de la musique, la radio, peut-être des podcasts? Ou alors, est-ce que, vous discutez avec, les gens qui sont là, vos invités, votre famille? Oui, 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 bah, moi, c'est surtout la musique. Ouais, j'écoute Mmh beaucoup mh. de musique, j'adore ça. Et sinon, bah, évidemment, quand j'ai des invités ou la famille, enfin, avec moi, chez moi, forcément, j'aime beaucoup discuter avec eux. Et quel serait le resto de votre vie? C'est dur, hein, comme Ah question. ouais. Ah, je ne vous facilite pas la Mmh, tâche. mais bon, il y en a un qui ressort à chaque fois, on en parle avec Étienne, c'est The Kitchen Gallery de William Le Deuil à Paris. Ouais. Ouais, ouais, c'est vraiment marquant pour nous. Et le resto que vous donneriez cher pour tester? Bah là, en ce moment, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup envie d'aller à Noirmoutier à la Marine, de- Mmh. chez Alexandre et Céline Couillon. Voilà. Ouais. Pour le cadre, mais aussi pour tout ce que j'entends sur sa cuisine. Voilà, là, ça me Mmh. fait vraiment rêver. J'ai vraiment Mmh. très, très envie d'y aller. Et dernière question, quelle femme souhaiteriez-vous voir interviewée dans un prochain épisode du podcast? Alors moi, je vous proposerais Claire Hetzer. Voilà. Ah, mais c'est amusant parce que, c'est, la prochaine invitée du podcast. Ah bah voilà, bon, ça fait une bonne Les grands esprits transition. se rencontrent. Ça fait une bonne transition. Non, c'est une femme là qu'on Exactement. connaît de plus en plus. Voilà, une grande sensibilité et, et comment dire, est très, mince, très professionnelle. Voilà, avec lequel on s'entend très bien. Un grand merci, Perrine, pour votre participation à Girls in Food. Merci à vous, Adeline. À bientôt. À bientôt. Merci à Perrine Philippe Chaleur pour sa participation à Girls in Food. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le partager avec le plus grand nombre, rien de plus simple. Mettez-lui 5 étoiles et laissez un commentaire dans l'appli Apple Podcast.
J'attends vos réactions sur cet épisode sur Instagram, sur le compte girls.in.food, ainsi que vos suggestions d'invités. À bientôt pour une nouvelle interview de femmes inspirantes.